So, is it okay we dive into it once more? What? Into the questions Yeah. sorry. No problem. Do you want a glass of water? No, I'm still okay. Okay. Yeah. So the first question is what interests them the most about how you discovered your homosexuality? I may ask you to explain again the very hard moment you went through. Mm-hmm. And also, here you say that when you go outside in the street, so you dress like a man, and then you had some trouble with this. So why did you not hide? Why did you... I could not stop myself from dressing like a man. Yeah. Dans beaucoup de pays, l'homosexualité est illégale, punie de prison ou de mort. Nous sommes demandeurs d'asile et réfugiés. Nous avons fui notre pays car nous ne pouvons plus y vivre librement notre orientation sexuelle ou notre identité de genre. Nous avions perdu notre travail, notre logement. Nous avons été persécutés par la police ou les institutions. Nous avons subi des violences. Nous avons été rejetés par notre famille et notre entourage. Nous sommes ici désormais. Nous devons pouvoir travailler, étudier, nous soigner, nous loger et subvenir à nos besoins. Nous devons pouvoir vivre libre. Là au centre, quand on discutait avec vous et qu'on vous aide à faire le dossier pour l'asile, c'est que maintenant, tu vois, toi tu vas passer à l'OFPRA après-demain. Au contraire, là, il va falloir dire « je suis gay » et tout expliquer. C'est un paradoxe. Ça devient compliqué. Ouais, c'est ça, il faut dire ce que tu ne pouvais pas dire avant. Donc du coup, c'est même... Il faut t'habituer, c'est ça. Marine, donc le film il est projeté aujourd'hui au Festival Gueule d'Amour. Est-ce que c'est le lieu idéal pour projeter ce documentaire qui se passe à Lille, dans un centre LGBT? Oui, c'est assez idéal. Aussi parce que c'est le premier festival LGBT à Lille, enfin là, et ça fait très plaisir. Oui, c'était une magnifique occasion de montrer ce film. Déjà, comment le projet il est né à la base? Le projet, il est né il y a maintenant, en 2026, il y a 4 ans. Je pense que la première fois que j'ai pensé à ce film, c'est 2022. Moi, j'ai plusieurs films autour de réfugiés, de personnes exilées, de demandeurs d'asile, aussi de personnes qui veulent aller en Angleterre. Enfin, j'en ai déjà 3 derrière. Mais un jour, en étant à la Pride de Lille, j'ai vu la banderole du centre tenu par des personnes demandeuses d'asile. Et je pense que j'avais jamais réalisé qu'on pouvait demander l'asile pour persécution homophobe. Et vraiment, ça m'a interpellée, évidemment parce que le sujet de l'exil m'intéresse. Enfin, m'interroge, m'intéresse, me questionne, et aussi parce qu'il me renvoyait à moi, à mon histoire et à ma communauté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise en entrant dans le centre pour la première fois? Alors, si je reprends la première fois que je suis entrée dans le centre, il faut revenir 25 ans en arrière. Ça fait un petit peu loin. Donc moi, la première fois que je suis entrée, il y a 25 ans au centre, je crois que j'étais très très timide. J'ai eu du mal à entrer, etc. Je pense que c'est assez commun aux personnes qui rentrent pour la première fois encore aujourd'hui et voilà, qui se cherchent. Donc voilà, et la deuxième fois que je suis entrée au centre, enfin en tout cas en 2022, c'est accompagnée de Bruno, qui m'a accueilli et qui m'a présenté le lieu aujourd'hui, et assez vite toute l'équipe.
Et donc je me suis sentie tout de suite accueillie en fait. Et on a très vite ce projet est devenu j'ai envie de dire un projet collectif quand même. Ce film, on y a réfléchi ensemble. Alors, je m'appelle Réine, je suis bénévole et volontaire au J'en suis, j'y reste. Et du coup, je participe aux activités du centre. Comme ça fait un petit moment que j'y suis, je prends des responsabilités comme accueillir des gens, accompagner des personnes, et notamment des personnes en demande d'asile. Moi, je m'appelle Bruno, je fais partie des personnes qui ont fondé le J'en suis, j'y reste, avec beaucoup d'autres, bien sûr. Et j'ai beaucoup participé aux questions d'accueil des personnes LGBT dans le centre, à sa vie administrative. Et en ce moment, je me concentre sur l'accueil des personnes en demande d'asile, surtout. Une urgence de faire connaître les questions migratoires, la question du droit des étrangers qui évolue aussi défavorablement. Mais pour nous, ce n'est pas une urgence où à un moment quelque chose bascule et devient intenable. C'est qu'on a l'habitude de cette dégradation progressive des droits des étrangers, cette xénophobie qui monte partout. Et donc, c'était une opportunité de montrer ça aussi et de montrer notre engagement. Parce que c'est un engagement qui est plutôt dans le dire et faire au quotidien, pas seulement dans la manifestation, dans l'écriture de tracts, même si ça fait partie de ce qu'on fait et que le film montre par ailleurs. Mais c'est vraiment l'accueil et le soutien des personnes au jour le jour qui peut changer la vie. Comment est-ce qu'on travaille pour que pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, pour que la caméra ne soit pas vécue comme une intrusion? Alors d'abord, on ne vient pas tout de suite avec une caméra, pendant longtemps. Il faut déjà essayer de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, ce que vivent les gens sans caméra. Déjà parce que on doit écrire des dossiers pour faire un film, pour avoir des moyens de faire un film. Donc déjà, ça ne se joue pas avec une caméra. Et il faut déjà que soit on comprenne pourquoi on veut faire ce film-là et qu'est-ce qu'on va en dire. Donc c'est toute la période des repérages. Donc ce moment-là, je viens vraiment sans caméra, je comprends petit à petit les choses. Les bénévoles m'ont très vite accueillie. Enfin, je crois même la première fois, je me suis assise à cette table qu'on voit beaucoup dans le film. Donc voilà, je me suis juste assise à la table. Enfin juste, c'est bizarre de dire juste. Je me suis assise à la table avec les bénévoles. Et puis j'ai ressenti. Puis un jour, je me suis dit, je suis prête à filmer avec eux. Combien de temps pour sortir la caméra? Je pense 2 ans. J'ai tourné une grosse année. Il y a eu une période de construction du dossier où Marine avait sa caméra et où il y avait des sortes d'essais. Moi, je l'ai plus pris comme ça. Donc là, on est consciente qu'il y a la caméra, parce qu'il y a le micro, il y a la perche, il y a tout ça. Mais j'ai l'impression qu'assez rapidement, on l'oublie aussi. Et puis parce que la présence de Marine, elle est tellement subtile et fine que ça fait partie de la façon d'accueillir après. Il y a des propos assez brutaux dans le film. Je pense notamment à une scène où on parle de viol. Pourquoi c'était important de montrer ces moments tels quels, sans détour? Et est-ce que c'est comme ça que tu l'as ressenti sur le tournage? Alors sur le tournage, je dirais que je crois qu'il y a 1/8 de la violence que j'ai entendue. 1/8, c'est bizarre comme chiffre, mais on va dire 1/10. Je pense que dans le film, il y a une certaine pudeur par rapport à ça, mais il est important de la montrer, c'est parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc j'ai décidé quelque part de la mettre au début du film, pour que tout le monde soit bien OK que c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire que des gens se font tuer, se font violer, se font battre, sont emprisonnés. Donc c'est bien de ça dont il s'agit. Mais après, moi, ce qui m'intéressait, c'était comment la relation avec dans le centre, cette relation d'entraide se fait. Pour vous, ce film, c'est un outil de sensibilisation. Est-ce que ça va le devenir? Ça l'est déjà, je crois. Beaucoup de personnes le voient, qui sont soit des personnes LGBT, soit des personnes demandeuses d'asile elles-mêmes, des personnes réfugiées, des personnes qui sont dans le travail social, même des personnes de l'administration. Et on espère que ça va les faire bouger, que ça va humaniser des dossiers aussi.
se rendre compte que derrière tous ces dossiers, tous ces parcours abstraits, toutes ces dispositions légales ou réglementaires, il y a en fait des gens. Est-ce qu'il y a eu des moments où, sur le tournage, tout le monde s'est dit, là, il faut poser la caméra, il faut protéger ce qui est en train de se passer et on ne peut pas filmer? Oui, c'est arrivé, mais c'était parce que la communication était hyper fluide en fait, et les personnes qui étaient filmées savaient qu'elles avaient la possibilité de dire là on arrête, stop. Et voilà, il y a des personnes qui ne souhaitaient pas parler de certains sujets face à la caméra, et dans ces moments-là, on l'éteint et on continue notre accueil. En fait, souvent, je pense qu'en documentaire, on écrit un dossier, hein, mais en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Et ce qui se passe, ça nous dépasse toujours. Il y a ce moment qui nous dépasse, ce moment très humain qui nous dépasse, qu'on n'a pas écrit, qu'on n'imaginait pas. Mais au début, on imagine, enfin, on ne sait pas. Et on est très restreint dans les représentations qu'on peut avoir. Et la fiction, pour moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, on peut aller dans tous les sens, on peut imaginer ce qu'on veut, on peut faire dire. Et après, le but, c'est au contraire d'en sortir le maximum du cadre qu'on s'est donné, de l'histoire qu'on a écrite, qui a vraiment, qui est très précise, au mot près même. Donc, hors caméra, il y a eu des moments assez forts aussi que vous avez vécu. Forcément, et encore aujourd'hui, on continue d'en vivre. Enfin, notre accueil, il continue, et les personnes qu'on accueille, les nouvelles personnes, les nouveaux récits, les nouveaux témoignages, c'est toujours quelque chose de très fort, très touchant. Et je pense qu'après, là aussi où il fallait éteindre la caméra, c'était peut-être aussi de la pudeur sur certains sujets. Pas forcément que c'était un sujet forcément pesant, mais quand on prend conscience qu'on est filmé et que potentiellement ça va être sur une affiche ou au cinéma ou je sais pas quoi, et que les gens le verront, ben oui, on n'a pas envie d'exposer tout ce qu'on a à exposer malheureusement dans la procédure. Les personnes que j'ai filmées, bénévoles comme les personnes demandeuses d'asile, m'ont donné une force énorme, tout le jour et à chaque fois, à chaque instant. C'était assez un échange en fait de soutien. Je veux dire, avec la caméra, on apporte aussi de la visibilité sur notre situation, et eux, ils apportaient une certaine émotion pour le film. Oui, sans doute. Oui, je pense que ça fait une visibilité qui compte. Oui, mais la caméra de Marine n'était jamais plaquée ou pesante sur notre travail d'accueil. Et même la présence de Marine faisait partie de cet accueil. Parce que plusieurs fois, après la séquence qui a pu être filmée, on a discuté avec Marine de ce qui s'était passé, de ce qu'elle avait pensé, de la situation de la personne qu'on avait accueillie, et qu'elle n'avait pas accueillie directement à la table, mais derrière sa caméra, en fait, en filmant. Donc pour nous, Marine faisait aussi partie de l'équipe, avec cette singularité qu'elle était en train de filmer pour un documentaire, mais c'était en confiance et en association avec nous. Donc c'était pas du tout quelque chose d'abstrait, d'intrusif, c'était quelque chose qui faisait partie de l'accueil. Et quelquefois, quand on fait un accueil, caméra ou pas caméra, on sait qu'il faut se taire un peu, laisser de la place au silence. Donc là, il fallait laisser de la place au silence de l'image, donc peut-être éteindre la caméra. Mais c'est un ensemble, c'était pas une sorte de sécurité où on arrête tout. Non, on n'arrête pas tout quand on fait le silence. Au contraire, on se pose, on reste ensemble. Puis après, éventuellement, on peut reprendre la parole, mais parce qu'on s'est autorisé une respiration. Ce qu'on souhaite proposer aux personnes, y compris en demande d'asile, c'est d'avoir un espace pour se retrouver entre soi. Il y a beaucoup de personnes qui sont un pied dans leur communauté de leur pays d'origine, par exemple la communauté camerounaise ou ivoirienne à Lille, et puis un pied dans le centre LGBT, parce que dans leur communauté d'origine, elles ne peuvent pas être out en tant que gay ou lesbienne. Et puis dans les communautés LGBT, c'est pas forcément si facile que ça d'être noir quand tout le monde est blanc. Mais heureusement, au centre, on arrive à ça, que c'est bien mélangé du point de vue des origines et des styles, et donc c'est une richesse. Et ces personnes bénéficient de l'accompagnement, pas seulement au titre de l'asile, mais une fois qu'elles sont réfugiées, elles cherchent un logement, elles ont besoin de faire valoir des droits dans le cadre d'un contrat de travail. La discrimination, elles la vivent aussi, évidemment, et peut-être parfois plus, en rajoutant des discriminations croisées de racisme. Donc notre centre fait ça depuis toujours, d'accueillir des gens et leur proposer un espace aussi pour se sentir bien et avoir du soutien. Il y a une bibliothèque, on participe à des festivals, il y a plein d'activités qui font que on reprend du pouvoir sur sa vie. Pourquoi avoir donné comme titre le nom du centre? Et est-ce qu'il y a eu d'autres titres envisagés? Oui, il y a eu plein de titres envisagés. Je crois que j'en ai 30 sur une liste. Alors plus, il y en a qui rigolent.
Et en fait, le plus juste était finalement celui du centre. Parce que c'est quand même un huis clos dans cet endroit, c'est bien de ce centre dont on parle. Et de ce lieu coloré, où il se passe plein de choses, on en sort très peu. Donc c'est à ce qui a semblé le plus juste à un moment. Et puis il a du sens, j'y reste. Quand Marine arrive avec le projet de filmer c'est quoi l'accueil des personnes en demande d'asile au centre LGBT, c'est autour de cette table que ça se passe. Et c'est pendant ce fameux jeudi au bar du centre que ça se passe. Donc l'image principale, c'est ça. Et puis après, ça a été l'occasion de diversifier aussi nos accueils, parce que parfois on donne des rendez-vous dans la journée au centre ou même ailleurs. On participe à des prides, et du coup tous ces événements, petit à petit, ont été aussi filmés. Et moi je les vois comme des extensions du coup. Tout démarre de cette table, de cette porte qu'on franchit pour venir où j'en suis. Et puis après se déploient toutes les différentes activités. Je crois que j'ai beaucoup appris, oui. De toutes les démarches. Ça d'ailleurs, j'ai encore plus appris en regardant toutes les images et en replongeant dedans pour essayer de le faire comprendre aux spectateurs. Donc c'est aussi une forme de... comment on appelle ça, enfin en tout cas de mise en abîme. Non, de le montrer aux spectateurs, c'est quand même de... je sais plus, il y a un mot. De le simplifier. Donc oui, j'ai appris tout ça au fur et à mesure, en les regardant, en écoutant. Mais en fait, finalement, ma place de la caméra, elle est comme une place de quelqu'un qui apprend. Parce que j'ai appris en regardant, en tant que... pour un film, et pour moi-même. Donc voilà, et je pense que c'est ça que j'essaye de retranscrire aussi. Quel a été le plus grand défi sur ce tournage? Parce qu'on imagine souvent que le documentaire c'est plus simple, mais parfois c'est plus complexe que la fiction. C'est plus simple parce qu'on a une plus petite équipe, et dans le genre elle était tellement petite que des fois j'étais toute seule, parfois souvent deux, parfois toute seule, une personne au son, et moi à la caméra. Donc ça, c'est plus simple à gérer parce qu'on n'a pas une armée de personnes à qui demander comment on voit le film. Ce qui est difficile dans un documentaire, c'est plutôt l'humain, de rester toujours à la place juste où doit être la caméra, une caméra. Donc de se poser en permanence la question, de la placer au bon endroit aussi, puisque c'est moi qui tenais la caméra. Et puis je pense que le défi, c'est le montage. Qui a pris combien de temps? Il a pris 3 mois. Est-ce que Marine vous a montré le film avant la version finale? Et comment se sont passés les échanges autour de la construction du film? Oui, on a été conviés à des temps de montage, des choses comme ça, des questions aussi que Marine pouvait se poser sur la façon dont elle racontait les choses, la façon aussi des extraits qu'elle avait choisis de personnes. Alors pas que en concertation avec nous, mais aussi avec les principaux intéressés. Et bon, je voyais pas trop qu'on ait notre mot à dire sur le montage ou sur la démarche de Marine dans son documentaire. Et puis de toute façon, il y avait beaucoup de confiance. Et toujours dans cette communication, en fait, on se tenait au courant, quoi. Voilà, petit à petit. Oui, Marine nous a beaucoup sollicité avant, pendant, après, ce qui était bien pour moi, c'était une marque de confiance. J'ai toujours cherché à occuper la juste place entre répondre à ses questions et puis ne pas intervenir sur l'aspect artistique, enfin, qui lui appartient, puisque c'est son film et que c'est important de respecter que c'est son film et donc de lui donner des avis, des points de vue, répondre à des questions, mais sans imposer ou participer à imposer des choix. J'espère que j'ai réussi, mais c'est une démarche de tous les instants aussi. En tout cas, moi j'ai beaucoup appris en regardant le travail de Marine, en regardant les ordinateurs au moment du montage, en écoutant du son, en voyant tous ces petits graphiques partout, ces matrices colorimétriques, ça m'a plu. Hein. Tout ce que j'ai filmé, je ne l'ai pas monté puisqu'il y a 150 heures de film. Donc non, c'était des choix très difficiles pour moi, parfois, parce que toutes les scènes étaient intéressantes, évidemment, et voilà, tout était intéressant. Mais il a fallu trouver une forme de narration et aussi pour faire comprendre aux spectateurs ce qui se passait. Et pour revenir sur la caméra, parce qu'il y a les bénévoles qui, eux, savent bien pourquoi ils veulent faire le film, enfin comprennent tout de suite l'enjeu de faire un film sur ce sujet. Mais il y a aussi les personnes demandeuses d'asile. Et
pour elle, la caméra, ça peut être plus compliqué parce qu'il y a un réel danger, en fait. D'être connue. Mais à la fois, très vite, en fait, j'ai eu très peu de refus à être filmée. Vraiment très peu. De toute façon, je les ai toujours respectés et jusqu'au dernier moment. Moi, je pense que ce que j'aime quand une projection se termine, c'est que je sens que les spectateurs a été au rendez-vous, enfin, a connecté quelque part, a compris quelque chose de cette situation.